Bonjour. Bonjour. Macaron, Petit gâteau, croissant, toilette, écharpe, Rouge. maillot, buffet, bonnet, soutien, lingerie, maquillage, Abattu. Bâton. Casserole. En français. votre goûter parfumé à la langue française. Élodie Meunier a un master dans le domaine de français langue étrangère. Elle est agente de liaison académique et culturelle au Brésil chez Wallonie Bruxelles International. Elle est aussi chargée de cours de français langue étrangère à l'Université fédérale de Minas Gerais à Belo Horizonte au Brésil, où elle enseigne à un public universitaire de niveau débutant et intermédiaire et réalise la création de matériel pédagogique destiné aux cours de FOU, français sur objectifs universitaires, du programme gouvernemental brésilien Idiomas Sem Fronteiras. Salut, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Élodie Meunier. Et comme d'habitude, je suis à côté de mon amie, ma camarade, Luisa Moraes. Comment ça va, Luisa? Ça va bien, et toi? Très, très bien. Bon, très animé puisqu'on a pris des vacances. On est de retour, hein. Et on est de retour en grand style avec Élodie. Comment ça va, Élodie? Bonjour à toutes et tous, ça va très bien, merci et vous deux. Ouais, ça va. Donc, en fait, je pense que nous trois, on vient de prendre des vacances, hein. Élodie aussi, elle a fait un beau voyage. Tout à fait. Et donc, Je continue à découvrir le Brésil. ah ouais, je pense, en fait, quand on préparait le script, n'est-ce pas, les questions pour te poser, je me suis rendu compte que, enfin, on pourrait faire plusieurs épisodes avec toi parce que tu fais plusieurs choses, tu fais plein de choses. Je pense que tu connais plus le Brésil que nous-mêmes, hein, comme moi et Adrien. Et en fait, je suis très, très animée pour cette rencontre aujourd'hui, pour te connaître un peu plus et aussi pour te présenter aux personnes ici au Brésil et enfin les personnes de partout qui nous accompagnent. C'est Merci vrai, pour hein. l'invitation. C'est vrai. Moi aussi, j'ai très envie de parler de tes randonnées. En fait, je sais pas si tu vas permettre. Normalement, on tag nos invités dans notre page, hein, et si vous qui nous écoutez là, vous allez jeter un coup d'œil dans la page d'Élodie sur Instagram, vous allez voir des très belles images, hein, parce qu'en fait, elle a un travail audiovisuel incroyable. J'ai commencé pendant la pandémie, effectivement, à m'intéresser à l'audiovisuel et mon Instagram était fermé jusqu'il n'y a pas longtemps, donc voilà, c'est nouveau de partager tout ça, mais j'adore. Ouais. Mais malheureusement, on peut parler un peu de ça aujourd'hui. En fait, on peut faire un nouvel épisode pour que Elodie nous présente le Brésil, en fait. Mais aujourd'hui, on va se concentrer plus sur ton côté professionnel, je pense, hein, et pour parler de l'institution où tu travailles et tout. Mais on aura l'occasion de parler un peu plus sur tes projets, hein. Incroyable. Avec Alors, plaisir. ah oui, merci. Bon, alors, on commence comme d'habitude, hein, la toute première question qu'on pose aux gens. Élodie, qui es-tu à la queue de la boulangerie? Alors, donc je suis Élodie et je suis très curieuse de tout. À la queue de la boulangerie, j'aime bien voir ce que les personnes devant moi vont prendre, parce qu'à partir de ça, je vais imaginer leur vie, un événement, leur goût, etc. Et quand on nous demande souvent qui on est, on a tendance à se présenter avec sa nationalité ou son travail, ce qu'on fait dans la vie. Et moi, j'aime bien de commencer à parler avec ma personnalité ou la personnalité des autres aussi. Et je trouve ça important de commencer par là parce que c'est ma curiosité justement qui m'a amenée à tracer ma route depuis ma petite Belgique. Et là, c'est le moment où j'introduis le décor dans l'histoire, que j'introduis ma nationalité. Donc, je suis belge. Et à devenir agente de liaison académique et culturelle. Et donc, c'est seulement le moment où j'introduis ma fonction après.
et ma passion pour mes voyages, puisque je suis en poste au Brésil. C'était mon premier pays, mon premier poste. Et donc, c'est ce qui m'a amenée justement à venir ici. Et ma curiosité, elle fait que parfois, et plutôt souvent que parfois, ça fait que je m'éparpille un petit peu parce que je veux faire plein de choses, comme Louisa a dit. Mais ça me permet de ne jamais m'ennuyer aussi. J'ai toujours de nouvelles choses à faire, à tester, des endroits à aller dans le pays incroyable qu'est le Brésil. Et Pardon, qu'est-ce que c'est éparpillé, Élodie? éparpillé, espalhar. Ah oui. Mhm. Le fait de ne pas être focus sur une seule chose, Mhm. mais de vouloir faire tellement de choses que parfois, voilà, je Ouais, vais un ouais, peu ouais. dans les différentes choses que j'ai envie de faire. Oui, j'aime bien de commencer par là parce que si je suis en fait dans la queue de la boulangerie au Brésil et que je commence à parler et donc que les gens entendent mon accent en portugais ou que je dis que je suis belge, c'est terminé parce que j'ai droit à la liste de questions habituelles pour savoir si j'aime le Brésil. Alors en fait, je ne le dis pas, mais j'aime pas du tout. Ça fait 5 ans que c'est un poids de vivre ici. C'est pour rire, évidemment, mais je pourrais enregistrer les réponses à l'avance parce que c'est souvent les mêmes questions que j'ai. Quelles sont les différences entre nos pays? Si je suis venue seule, Ouais. bye bye. Ah, mais c'est vrai que la personne demande si tu es venue seule. Mais le temps. c'est étonnant, quoi. Mais c'est trop bizarre, non? Oui. Certains me demandent si je suis mariée ici au Brésil, si ma famille est venue avec moi. Et donc, quand je dis que je suis venue pour le travail toute seule, les gens sont très étonnés. Je ne sais pas si c'est typique du Minas Gerais, parce qu'au Minas Gerais, peut-être comme les gens sont très familles, ils ont du mal à imaginer qu'on puisse aller dans un autre pays toute seule. D'autant plus que la majorité des Brésiliens veulent parfois sortir du Brésil pour avoir une vie plus confortable ailleurs. Donc, ils ont des difficultés à comprendre pourquoi moi, je suis venue au Brésil Ouais. pour travailler et en plus seule, sans ma famille, sans personne. Mhm. Donc ça, c'est une question qui revient souvent. Et, Ouais. et sinon, voilà, je me définis comme une personne assez simple. C'est assez facile de rentrer en contact avec moi. Je m'estime assez accessible et sociable. Donc, Ouais. Ton accent, je pense que tu parles très, très bien le portugais et c'est très difficile de noter ton accent. Et donc, mais ça arrive quand même, hein, quelquefois, à la queue de la boulangerie. Mhm. Mais en fait, c'est assez marrant parce que certaines personnes me disent que je n'ai presque pas d'accent. Et ça me fait plaisir parce que j'aimerais passer presque pour une Brésilienne pour qu'on arrête de poser tout le temps les mêmes questions. Mais je comprends que les gens sont curieux. Et d'autres personnes me disent qu'on entend directement que je suis étrangère. Donc, ça dépend un peu. Et certaines personnes pensent que je suis du sud du Brésil. Le fait que je suis blanche, que je n'ai pas l'air d'une Brésilienne. Donc, on me demande souvent si je viens du sud ou si je suis d'Amérique latine, par exemple d'Argentine. Ça arrive de temps en temps. Ah, c'est curieux. Voilà. Bon, très bien, Elodie. Alors, pour continuer déjà, après cette première question, qu'est-ce qui fait une agente de liaison académique et culturelle? Alors, agente de liaison, ça fait un peu espion, n'est-ce pas? Mais évidemment, rien de tout ça, évidemment. Agente, c'est en fait parce que je suis agent public. Donc, j'ai passé le concours à la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est la partie francophone de la Belgique, pour être agent public. Et donc, je travaille pour le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et la liaison, c'est parce que je fais la liaison en fait entre les partenaires belges et brésiliens pour le domaine académique et culturel. Donc, en fait, ma mission, agent de liaison académique et culturelle, on dit ALAC. On prend les premières lettres parce que sinon, c'est très long à répéter à chaque fois. Donc, en fait, la mission des ALAC, on est 10 en fait dans le monde. Elle se fait autour de deux grands axes. Donc, le premier, c'est sur le monde académique et le deuxième, tout ce qui touche au monde culturel. Et il y a un tronc commun qui est en fait la défense des valeurs et la promotion des valeurs de notre fédération Wallonie-Bruxelles autour aussi de la langue française. Donc, l'objectif, c'est aussi de renforcer la place du français
et de son rayonnement dans le monde. La France est aussi très présente et donc c'est intéressant aussi d'avoir une autre présence qui n'est pas le centre franco-français pour apporter aussi d'autres types d'artistes, d'autres types de regards aussi sur la promotion de la langue française. Et donc, dans ces deux grands axes, j'ai en fait plusieurs missions. Et donc, la première, comme Louisa l'a dit dans sa présentation, c'est de promouvoir la langue française. Et donc, j'ai quelques heures à l'université. J'ai 6 heures pour l'instant à l'Université fédérale du Minas Gerais, où je suis depuis 5 ans. Et je donne cours en graduation, en bachelier, comme on dit en Belgique. Ça dépend un petit peu selon les semestres. Généralement, c'est littérature francophone de Belgique, donc c'est très spécifique. Ce sont plutôt des cours optionnels. Le semestre passé, j'avais langue et linguistique. Et donc là, j'aime bien apporter un autre regard sur les belgicismes, les spécificités du français, l'écriture inclusive aussi, on en a discuté, ou les littératures francophones. Les étudiants étaient vraiment intéressés. Ce semestre, j'ai un cours d'expression orale qui n'est pas un cours de table de conversation. On va vraiment travailler l'éloquence, la prise de parole citoyenne, la prise de parole en public. Donc, c'est assez intéressant pour les étudiants. Et alors, je donne cours aussi de français sur objectifs universitaires à l'UFMG. Là, c'est plutôt pour les administratifs ou les étudiants de toutes les facultés sans spécificité qui veulent se préparer alors à aller étudier dans un pays francophone, préparer une mobilité. Et dans ma mission de promotion de la langue française, j'ai aussi la promotion des auteurs et des autrices de littérature belge francophone. Donc, donc, vous savez sûrement qu'en Belgique, on parle 3 langues. Et en fait, on a un gouvernement fédéral, mais certaines compétences, telles que la culture et l'enseignement, sont du ressort des communautés linguistiques. C'est pour ça que chaque communauté linguistique gère tout ce qui est en rapport avec la culture et l'enseignement. Et donc, moi, je ne représente que la partie francophone. C'est pour ça que je ne fais que la promotion des institutions francophones et des auteurs, artistes, etc. francophones. Donc, pour la littérature, on organise parfois des événements, des conférences, des rencontres, des ateliers, que ce soit de manière ponctuelle ou dans le cadre de la fête de la francophonie ou de la journée du prof de français qui aura lieu fin novembre. Je travaille aussi, on essaye d'avoir des contacts avec les maisons d'édition pour essayer de faire traduire certains romans. Avec les traducteurs aussi, on vient d'avoir justement un atelier pour les traducteurs avec la maison de traduction Guilherme de Almeida à Sao Paulo pour sensibiliser les traducteurs à la littérature francophone. Et je travaille aussi avec les associations des professeurs de français au Brésil pour organiser des formations, des événements et répondre aux besoins des profs de différents États. Et une autre mission qu'on a aussi, c'est d'assurer la promotion des partenaires en fait de Wallonie-Bruxelles en Belgique pour qu'ils puissent rayonner internationalement. Parce qu'on sait que les artistes n'ont pas toujours de facilité pour entrer en contact avec des festivals à l'international ou n'ont pas toujours le budget, que ce soit de leur côté ou les festivals brésiliens, par exemple, n'ont pas toujours le budget pour faire venir des artistes dans leur festival. Et donc, nous, on les aide et on les appuie quand ils ont des missions au Brésil, que ce soit en prenant en charge le billet d'avion, par exemple, ou le cachet lors des conférences, ou alors simplement rechercher des endroits où ils pourraient se reproduire à l'international. Par exemple, chaque année, on organise une tournée aussi pour la fête de la francophonie. On peut avoir un danseur qui est invité à un festival. C'est assez divers. Mais au niveau de l'enseignement, je m'occupe aussi des liens entre les universités et les institutions d'enseignement supérieur. Donc, je pourrais avoir une université, c'est eu le cas la semaine passée, une université qui veut développer des accords par exemple dans le domaine de la santé avec des institutions belges.
Donc, moi, je vais les mettre en contact et de là pourrait naître un accord de mobilité ou de coopération ou des Brésiliens qui pourraient aller faire des stages dans des hôpitaux belges, par exemple, ce genre de choses. Donc, ça, c'est aussi mon travail. Mon travail, c'est de faire aussi du réseautage et le lien entre les partenaires brésiliens et belges. Et comment est-ce qu'on fait du réseautage? C'est aussi en faisant un travail de veille. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est la veille. Je n'ai pas de traduction en portugais pour la veille. Vous comprenez? La veille, c'est le jour Oui, d'avant. véspera. Non, En il y a portugais, il y a deux sens à la veille. Le jour d'avant, mais la veille, c'est être attentive en fait à tout ce qui se passe, être en état de veille. Oui, Ah. vela. Ah, je pense qu'on a en portugais aussi. Non, mais c'est différent. Être en Disperto, né? état Está disperto. d'attention, ouais. Mhm, ouais. Oui, je ne sais pas s'il y a un mot pour traduire exactement, mais Atento e top. quand on nous demande de faire de la veille, c'est vraiment être attentive à tout ce qui se passe au Ouais. niveau académique et culturel, voir quand se passe tel festival, s'il y a un webinaire sur tel sujet, par exemple, si la FOBAI, qui est l'Association brésilienne pour l'internationalisation des universités brésiliennes, va organiser un webinaire sur tel sujet, mais je vais y participer pour écrire en fait un rapport diplomatique. Ça, c'est un peu la partie moins sexy du travail, parce qu'il faut qu'on puisse écrire des rapports, les poster sur notre plateforme interne de WebI pour en fait informer les partenaires belges sur les opportunités qui pourraient les intéresser. Par exemple, quand il y a des salons d'étudiants, il y a des webinaires sur tel sujet, ben, je vais écrire un rapport, mais voilà, il y a telle opportunité, les institutions sont intéressées à collaborer, entrer en contact avec moi et je ferai le lien entre les partenaires. Donc ça, c'est la veille. Oui. Et c'est vraiment un travail de liaison même, quoi. oui. Ouais. Et ça prend beaucoup de temps. C'est beaucoup, beaucoup de travail parce qu'il faut être attentif tout le temps à tout. Et notre travail, c'est aussi de faire une certaine diplomatie académique et culturelle, la soft diplomatie, comme on dit en anglais, c'est-à-dire en fait défendre nos valeurs dans certains pays qui n'ont pas les mêmes que les nôtres, que ce soit en participant à un festival de cinéma et en proposant un film qui propose aussi d'autres idées. Je pense qu'à Brasilia, il y a chaque année un festival de films LGBTI, plus. Et donc ça, le fait de participer, c'est aussi défendre nos valeurs dans des pays où les personnes LGBT ne sont pas toujours respectées. On a toujours une instabilité à l'international aussi, que ce soit des menaces climatiques, économiques, sanitaires ou démocratiques. Et Wallonie-Bruxelles International estime que nous, on a un rôle à jouer dans la diffusion des valeurs d'ouverture, de liberté, d'indépendance, de démocratie, via la culture et via aussi la recherche, l'enseignement. Et c'est ça ce que fait UNALAC, tout ça. C'est vrai que moi, je suis toute seule pour le pays, donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais c'est très riche, c'est très intéressant. On découvre des choses tous les jours. Et donc, pour revenir à la question, ça c'était qu'est-ce que fait UNALAC, mais qu'est-ce qui fait un ou UNALAC? C'est avoir cet intérêt, cette curiosité pour la culture et pour le pays dans lequel on est. S'intéresser à tout ce qu'il se passe pour voir en fait quelles connexions on peut faire, avoir des yeux partout, comme on pourrait le dire, être curieux parce que ça donne des idées aussi pour proposer de nouvelles activités. Et d'où est venu cet intérêt pour le Brésil, hein? Comment le Brésil t'est apparu? C'était avant même la réussite dans le concours ou après? Comment tu as commencé à apprendre portugais? Quand est-ce que tu as ton premier contact avec le Brésil? Comment ça s'est passé? Oui, alors le Brésil, c'est arrivé bien avant, longtemps avant. C'est une histoire un peu personnelle. Donc, en fait, je ne sais plus quel âge j'avais. Je pense que j'étais encore en secondaire. Je devais avoir 16-17 ans. J'étais chez ma grand-mère dans la ville de Spa, en Belgique. Ma grand-mère qui aujourd'hui est décédée. Mais donc, elle avait toujours chez elle des magazines féminins qui s'appellent, je pense que c'était Le Femme d'aujourd'hui. C'est un magazine assez connu en France et en Belgique, Le Femme d'aujourd'hui. Et donc, je pense qu'avec ma sœur, on s'ennuyait un petit peu parce qu'on ne pouvait pas regarder la télé. On n'avait pas la télé chez mes parents.
Et on s'ennuyait un petit peu. Et donc, on regardait tout le temps les magazines Femmes d'aujourd'hui anciens parce qu'elle gardait tous les mois. Donc, il y avait une pile de magazines Femmes d'aujourd'hui. Et j'ai lu un article dans ce magazine c'était sur des sports un peu différents, des sports inconnus en Belgique. Et j'ai lu une petite description, c'était quelques lignes, c'était pas très long, sur la capoeira. Et rien qu'en lisant la description, il y avait une photo juste à côté d'une fille qui donnait un coup de pied sur une plage de sable blanc. En voyant cette photo et en lisant la description, je me suis dit, OK, je veux faire de la capoeira. Et alors, j'ai cherché un peu sur Internet, sur Google, sauf que, bon, là, on est en 2021, c'est très facile d'avoir Google sur notre smartphone, mais on imagine qu'on était en 2007. 2007, c'était assez longtemps. Moi, j'avais pas d'ordinateur en 2007. Je pense que j'ai un ordinateur à mes 18 ans. Internet, on n'avait pas de smartphone. Internet, il fallait couper le téléphone pour avoir accès à Internet. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Et donc, quand quelqu'un nous téléphonait, on avait bip. Alors, Internet. Donc, j'avais pas Internet, donc je savais pas où je trouvais les informations. Donc, je me dis, où est-ce qu'il y a de la capoeira en Belgique? Parce que c'est un sport brésilien tel qu'il avait été décrit. Et alors, un jour, la marraine de ma sœur est venue chez nous et on discutait. Et je lui dis, j'aimerais bien essayer la capoeira, mais je ne sais pas où je peux en faire. Et elle me dit, mais une amie de ma fille en fait, à Liège, qui est la ville à côté de chez mes parents. Et donc, du coup, elle m'a donné les contacts. Et j'ai commencé à faire de la capoeira à 17-18 ans. Et j'ai adoré. Pour moi, tout était fluide. Je me sentais vraiment dans mon élément. Et à partir de ça, c'était un Brésilien qui venait de donner cours. Et donc, il parlait français, mais plus ou moins. Et il avait un accent. Donc, c'était l'exotisme pour nous. Et alors là, il parlait toujours d'événements qui se passent au Brésil. Il y avait des Jeux européens de capoeira dans chaque ville européenne chaque année. Et il y avait les Jeux mondiaux de capoeira. Et les Jeux mondiaux de capoeira, c'était à Rio. Et donc, c'était le rêve d'y aller, évidemment. Et alors, après ma première année à l'université, en fait, les Jeux mondiaux de capoeira, c'est tous les 2 ans. Parce que c'est compliqué à organiser. Et donc, après ma première année à l'université, à la fin, je me suis dit, OK, cette année, c'est les Jeux mondiaux de capoeira. Je vais aller à Rio pour assister. Et je me rappelle que mes parents m'ont pas forcément aidé à payer mon voyage. J'avais travaillé comme étudiante au Carrefour pendant plus d'1 mois pour récolter l'argent pour acheter mon billet d'avion. Au supermarché? Oui. Ouais. J'ai toujours travaillé pour payer mes voyages. Mes parents ne m'aidaient pas spécialement là-dedans. Donc, tous mes voyages ont été payés avec mon travail d'étudiant chez Carrefour. J'ai déjà tout fait. J'ai travaillé à la boulangerie, à la poissonnerie, à la charcuterie, aux fruits et légumes, etc. pour payer mes voyages parce que c'était mon objectif. Et donc, j'ai payé mon billet d'avion pour Rio. Mais alors, le problème, c'est que j'avais un examen on dit une deuxième session en Belgique. En fait, au Brésil, quand on a raté un examen, on le passe directement 1 semaine après, je pense. Le prova est spécial. En Belgique, en fait, on a les 2 mois de vacances pour étudier et puis ensuite, on a une deuxième session pour rattraper les examens qu'on n'a pas réussi. Et la première année à l'université, c'était vraiment une année difficile et j'avais 4 examens, mais des très, très gros examens d'histoire, etc. Et donc, j'avais déjà acheté mon billet d'avion avant d'avoir mon résultat. Et mon retour était la veille de mon examen d'histoire, le plus gros examen. Oh, mon Dieu! Donc, alors, tu étais vraiment décidée, n'est-ce pas? Oui, mais tu es venue et alors, quand même. Je n'ai pas annulé. Je suis venue au Brésil. Mes parents m'ont laissé partir. Ils m'ont fait vraiment confiance. Et en fait, j'ai étudié tout le mois avant pour partir au Brésil. Et donc, je suis partie 2 semaines alors avec mon petit copain à l'époque. On est allé aux Jeux mondiaux. Donc, on est allé à Rio et dans l'intérieur de Sao Paulo parce qu'on connaissait un Brésilien qui vivait en Belgique, qui avait de la famille là-bas.
Et donc, c'était mon premier contact avec le Brésil pour la capoeira. Donc, on a visité un petit peu, mais c'était focus capoeira. Et donc, ça, c'était en 2008. Et tu parlais, tu Mais étudiais je déjà parlais le pas du tout portugais? portugais. Pas du tout, pas du tout. Et alors, c'était difficile pour moi de communiquer avec les gens parce que il fallait que je demande tout le temps qu'on me traduise ou que qu'est-ce qu'il a dit. Et donc, avoir tout le temps quelqu'un à côté de moi pour me traduire, c'était difficile. Et je me suis dit, la prochaine fois que je vais au Brésil, je veux me débrouiller toute seule. Et donc, j'ai pris des cours, j'ai cherché des cours en fait de portugais. Il n'y a pas tellement de cours de portugais en Belgique, mais il y avait un cours à l'université où j'étudiais, à l'Université catholique de Louvain. Il y avait un cours de portugais fin d'après-midi, le soir. C'était 3 heures par semaine et je me suis inscrite donc pendant 2 ans en fait, parce qu'il n'y avait seulement que 2 années. Comme c'est pas une langue très recherchée, après 2 ans, il y avait plus de modules de classe. Donc j'ai fait ces 2 ans, j'ai adoré. Et puis, en fait, j'ai fait 2 masters. J'ai fait un master de spécialisation en littérature. Et puis, j'ai fait un master en français langue étrangère. Et alors, entre les deux, je voulais vraiment faire une pause parce que c'était assez intense. Et là, j'ai pris 1 mois avec mon sac à dos, mochileira, Ah, j'adore. pour venir au Brésil toute seule. Parce que je voulais me débrouiller toute seule. Vraiment, c'était mon objectif. Et là, j'ai pu me débrouiller avec mon portugais qui n'était pas excellent, pas comme il l'est maintenant, mais voilà, j'ai pu me débrouiller. Je suis restée 1 mois. J'ai fait beaucoup de coach surfing. Je ne sais pas si ça existe encore parce qu'avec le Airbnb. Ah ouais, c'est vrai. Je pense que ça a beaucoup changé. Ouais. Mais le coach surfing, en fait, j'allais chez des personnes que je ne connaissais pas forcément. Bon, je regardais le profil, j'allais plutôt chez des filles. C'est plus sûr pour nous. Mais j'ai connu T'as pas fait comme Luisa en Argentine. On a fait un épisode. Elle nous a raconté son histoire. Une fois, elle est allée en Argentine, en couchsurfing, chez un mec. Non, ça s'est pas mal passé, mais c'était chez un mec qui habitait au fond d'un terrain friche. C'était très bizarre, dans un quartier bizarre. Ouais. Mais j'étais un peu courageuse. Je ne sais pas si c'est l'esprit adolescente, jeune, je ne sais pas. Mais et à la fin, ça a trop bien marché, en fait, parce que je pense que c'est super cette idée-là de vivre et vraiment d'habiter une semaine chez une personne, n'est-ce pas? Parce qu'on connaît vraiment la ville à partir de son regard, donc de ses expériences, etc. Et donc, c'est pas quelque chose de touristique. Donc, on connaît vraiment un côté spécial. Ouais. Oui, tout à fait. Depuis, je n'ai plus fait de couchsurfing, j'avoue. Je n'ai plus été sur le site parce que je pense que maintenant, les gens font payer leur chambre qu'ils mettaient à disposition avant gratuitement. Ouais. Mais je pense qu'il y a encore des gens qui doivent le faire, mais c'était une très bonne expérience parce que j'ai rencontré des personnes. J'ai été chez une fille, par exemple, à Sao Paulo, qui partait ensuite en vacances avec des amis à la Chapada Diamantina et qui m'a dit, est-ce que tu peux venir avec nous? Et comme j'avais rien prévu, je dis, OK. Donc, j'ai été à la Chapada Diamantina pas longtemps, c'était 3-4 jours, parce qu'elle m'a proposé de voyager avec elle, alors que je n'avais pas l'intention d'y aller. Donc, parfois, on a des opportunités grâce à ça qui sont assez chouettes. Ouais. Mais c'était mon premier voyage seul. Et en fait, depuis, j'ai voyagé avec des amis aussi, mais j'aime bien voyager seule aussi. Et je n'ai pas du tout peur. Tout se passe toujours très bien. Et j'ai pris goût aussi à ça. Mais c'était mon premier gros voyage seul pendant 1 mois. Et j'ai pu me débrouiller seule en portugais. Donc, j'étais contente. Et pour revenir à ta question, du coup, c'est un hasard qu'il y ait eu un poste au Brésil. Parce qu'en fait, à la fin de mon 2e master, j'avais commencé à postuler dans les alliances françaises. Donc, toutes les alliances françaises du Brésil, j'ai envoyé mon CV, une lettre de motivation personnalisée pour toutes les alliances possibles. J'ai même envoyé en Angola parce que je voulais aller dans un pays lusophone. Et bon, évidemment, la plupart du temps, ils engagent du personnel local parce qu'il faut quelqu'un qui ait déjà un visa, c'est compliqué avec l'administratif. Et donc, je n'avais que des réponses négatives. Donc, je me disais, bon, je vais terminer mon master et je vais postuler en Belgique. On verra bien ce que je fais.
Et avant les examens, on a reçu de notre coordinatrice du département du Master FLE, elle a envoyé à tous les étudiants qui terminaient le master une offre de Wallonie-Bruxelles International qui cherchait en urgence des lecteurs. À l'époque, je n'étais pas encore agente de liaison parce que ça n'existait pas, c'était des lecteurs. Donc, ils cherchaient des lecteurs pour aller enseigner en fait au Brésil parce qu'ils venaient de signer un nouvel accord avec le ministère de l'Éducation qui lançait le programme Idiomas Sem Fronteiras Francês parce qu'à l'époque, ça n'existait qu'en anglais. Et donc, c'était pour un programme pilote pour commencer à implémenter le français au Brésil. Et donc, je me suis dit, bon, c'est génial parce que moi, je cherchais à aller au Brésil et le fait d'être employée par la Belgique, c'est beaucoup plus facile pour avoir un visa administratif, etc. Donc, j'ai passé le concours alors que je n'étais pas encore diplômée et j'ai eu la chance d'avoir été prise. Et en fait, au début, on était 3 à devoir partir. Et puis finalement, le ministère de l'Éducation n'avait pas les subventions suffisantes. Il n'y avait plus qu'une seule place. Et comme j'étais arrivée première, c'est moi qui ai eu la place. Donc, j'ai eu de la chance. Et on a eu de la chance, en fait, hein, parce que je pense que... Oui. Je pense que ça serait difficile de trouver un autre Belge si passionné par le Brésil, quoi. Ouais. Oui, non, pour moi, je me sens comme un poisson dans l'eau. Et j'ai eu de la chance. Et alors, c'était Belo Horizonte. On n'a pas eu le choix au niveau des villes, mais j'aime bien vivre ici. Mais je ne connaissais pas Belo Horizonte. Je n'étais jamais venue. J'avais voyagé dans d'autres villes, mais pas à Belo Horizonte. Mais je trouve que c'est une ville chouette pour y vivre. Donc, c'est agréable parce que c'était l'Université fédérale de Minas Gerais qui était partenaire de Wallonie-Bruxelles International. Et donc, voilà, je pense que l'univers a fait en sorte que je puisse vivre ce que j'avais envie de vivre puisque je cherchais à venir au Brésil. Et donc, finalement, j'ai eu la chance d'avoir cette offre d'emploi qui est tombée du ciel comme ça en un mois. Et puis voilà, j'ai pu venir ici. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que l'année prochaine, je dois partir. Non, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, en 2000, donc je suis arrivée en mars 2016 et en 2018, Wallonie-Bruxelles International a mis fin au programme de lectorat. Mais ils ont créé le réseau des agents de liaison académique et culturelle. Mais alors, on a tous dû repasser un nouveau concours. Donc, je pense que j'ai étudié pendant 2 mois non-stop pour passer le concours. Et j'étais bien placée dans le concours. Donc, comme j'étais déjà au Brésil, on m'a demandé d'y rester. Sauf qu'en étant à l'AC, on doit changer tous les 4 ans, 4 à 5 ans. Alors là, on est retombé à 0. Donc, ils n'ont pas compté les 2 ans que j'avais fait comme lectorat. Donc, je suis retombée à 0 parce que c'était un nouveau poste. Sauf que maintenant, fin 2022, normalement, ça fera 4 ans. Je suis dans ce poste-là et on est amené à tourner, donc aller dans un autre pays et une autre personne me remplacera. Je n'ai pas encore d'informations sur quand exactement, où j'irai. Peut-être que je pourrais rester encore un petit peu plus au Brésil, mais normalement, fin 2022, je devrais changer de pays, malheureusement. Ah non, je crois pas, c'est pas vrai. Et maintenant, et je pensais vraiment de comment c'est parfait. Donc, malheureusement, un autre pays aura de la chance, mais comme je pense que ta personnalité, même cette énergie de vivre, cette disposition et toujours la curiosité même que tu as dit au début, n'est-ce pas? Et ça, c'est vraiment incroyable. Je me demandais, quand tu as commencé à parler dans la première question, n'est-ce pas, de qu'est-ce qui fait une agente de liaison académique et culturelle? Je me suis demandé, mais elle dort 8 heures par jour? Je ne suis pas sûre. Hein? Non, elle pas seulement dort, mais pour dormir, elle va monter une montagne, ouvrir sa tente, et jouer après, de la capoeira un petit peu avant. Et après, dormir. J'ai commencé la batterie aussi cette année. Oui, j'ai vu aussi sur Instagram. L'histoire, c'est que j'ai toujours voulu jouer dans un bloc au carnaval. Oui. Avec la pandémie, c'est compliqué. Et donc, j'adore les percussions. Et donc, j'ai décidé de commencer la batterie cette année. Donc, il faut absolument le faire l'année prochaine. Hein? Parce que sinon...
Je ne sais pas si j'aurai le temps d'apprendre, parce qu'en fait, je suis très lente pour apprendre. Non, mais c'est Je le ne sais- carnaval, il ne faut pas être pro Oui, pour jouer. Hein. mon prof est, je ne sais pas le titre, mais il a un bloc du carnaval. Il est généralement à la tête de ça. Comment Mais s'appelle le bloc? je ne sais pas. Je ne sais pas dire. Parce qu'il en avait plusieurs. Et pendant la pandémie, je ne sais pas très bien s'il a tout gardé. Mais j'ai toujours adoré les percussions. Et dès que j'entends le doom, par exemple, je ne peux pas m'empêcher de bouger. Oui. Et la capoeira en soi-même, il y a toujours des tambours. Ouais. Hein, Ouais. toujours autour. Ouais. C'est dommage, mais on va profiter un peu, trop Oui. un peu de toi. J'ai encore Encore un an. un an, voilà. Ouais. Et tu as parlé de ce travail dans le FOU, le français sur objectif universitaire. Et quelle est la différence, en fait, de ces types de cours pour le FLE, le français langue étrangère, dans la pratique même? Si par Oui. exemple, si je suis en doute, si je suis une personne qui veut étudier français, je ne sais pas si je fais FLE ou FOU. Comment je peux choisir? Donc, en fait, le français sur objectif universitaire, c'est un type de français sur objectif spécifique. Dans le meilleur des cas, généralement, c'est bien quand les étudiants ont quand même une base de français pour pouvoir entrer dans des modules de fou. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans l'idéal, ce serait le cas. Donc, en fait, un cours de français sur objectif spécifique ou sur objectif universitaire, ça se caractérise par une situation d'urgence. C'est-à-dire qu'on a un public qui a une demande très précise et ciblée d'une formation qui doit avoir lieu dans un moment très court. C'est-à-dire qu'on a parfois des étudiants, je pense ici à un exemple d'ingénierie, des étudiants d'ingénierie qui peuvent avoir une bourse pour étudier en France, parce qu'il y a un accord via des programmes pour aller faire un master en France, par exemple, à l'école des ponts ou l'école des mines. Et ils ont leurs résultats, ils sont acceptés à la bourse, mais ils ont besoin en quelques mois d'avoir le niveau B1, B2, donc intermédiaire en français, alors qu'ils ne parlent pas français. C'est très difficile. Donc, c'est sûr que le cours qu'on va leur proposer, ce n'est pas le même cours de FLE qu'on pourrait avoir, par exemple, pour devenir B1, B2 sur 2 ans ou sur 1 an et demi, pour voir toutes les compétences, tout le vocabulaire, etc. On va essayer de choisir les situations de communication orale et écrite qu'on va mettre en avant, en fait, et on va définir les situations qu'on va travailler dans ces programmes. Donc, en fait, on doit se renseigner. Est-ce que c'est un public transversal, donc toutes les facultés qui vont suivre notre cours, ou est-ce que c'est seulement des étudiants d'ingénierie? Donc ça, en fait, un programme de fou, il doit être un petit peu construit sur mesure en fonction de notre public, de combien on a de temps aussi pour les préparer. Et donc, c'est important de faire une collecte des données, une analyse des données, parce qu'il existe peu de manuels en fou. On en a quelques-uns, mais c'est assez spécifique. Et donc, moi, ce que j'ai fait en arrivant, c'est que je me suis posé la question, OK, comment est-ce qu'un étudiant brésilien va se préparer pour étudier dans un pays francophone? De quoi est-ce qu'il a besoin? Moi, en tant que francophone, je n'avais aucune idée des difficultés des étudiants brésiliens. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des interviews, en fait, d'étudiants de Brésiliens qui étaient partis déjà en France, en Belgique ou au Canada, ou dans un pays francophone. En Afrique, c'est plus rare, évidemment. Et donc, je leur ai demandé, voilà, quelles étaient vos difficultés? De quoi est-ce que vous auriez eu besoin? Quels outils est-ce qui vous a manqué avant de partir? Et donc, à partir de là, j'ai commencé à lister tous les besoins pour créer des programmes de cours. Parce que généralement, ce sont des modules thématiques spécifiques que les étudiants montent un petit peu à la carte en fonction de leurs besoins. Et donc, à partir de là, on monte les modules. Par exemple, on a un module simplement introduction à l'université francophone. Alors là, on leur explique comment fonctionnent les études dans les pays francophones, parce que ce n'est pas la même manière de fonctionner qu'au Brésil.
notamment avec les cycles, le nombre d'années pour les bacheliers, masters, comment fonctionnent les universités francophones, même comment est-ce qu'ils doivent entrer en contact avec l'administration, comment préparer son dossier, comment choisir ses cours, comment parler d'une matière, d'une discipline, comment préparer son dossier, donc écrire son CV. C'est pas la même manière en portugais. Donc voilà, c'est toutes des situations de communication qu'ils pourraient vivre en tant qu'étudiants. Et donc ça prend beaucoup de temps parce que pour trouver des documents authentiques, il faut aller voir ce qui se passe dans les pays francophones. Donc soit aller sur Internet. Et donc moi, chaque fois que je rentrais en Belgique voir mes parents, j'ai été dans les universités belges aux relations internationales demander quel est le pack Erasmus que vous donnez aux étudiants à l'arrivée. Donc j'ai eu un plan de l'université, une liste des choses administratives qu'ils devaient faire. Et donc, on utilise ces documents authentiques en classe pour les préparer. Donc, on va décrire un chemin, s'orienter au lieu de s'orienter dans la ville, par exemple, comme on a dans les manuels de FLE, on va s'orienter sur le campus universitaire. Donc, ce sont des situations de communication qui peuvent être générales, mais qu'on va toujours ramener dans une situation universitaire. Pour commander au restaurant, on ne va pas commander forcément dans n'importe quel restaurant, on va commander au restaurant universitaire. On va téléphoner à quelqu'un, mais on va téléphoner à la secrétaire pour avoir des informations sur son dossier. Donc, on va essayer chaque fois de ramener à une situation qu'il pourrait vivre en fait en situation de mobilité et aussi toutes les connaissances socioculturelles. Donc, par exemple, on a des associations d'étudiantes, je pense au quota projet en Belgique. Un quota, c'est un logement étudiant, c'est un belgicisme qui aide les étudiants ou qui organise des activités. Mais voilà, c'est un document authentique. On va avoir une interview d'étudiants qui organisent des activités culturelles dans l'université. Donc, on va chaque fois essayer de trouver des situations qu'ils pourraient vivre en tant qu'étudiants étrangers, des difficultés, prévoir les difficultés auxquelles ils seront confrontés. Donc voilà, mais c'est sûr qu'on ne peut pas voir tout ce qu'on verrait en FLE. Il faut choisir, il faut faire des choix parce que le temps de préparation est vraiment beaucoup plus court que ce qu'il n'aurait si ils se préparaient longtemps à l'avance. On essaie de sensibiliser les étudiants à se préparer, même s'ils n'ont pas de projet de mobilité directe, mais certains découvrent qu'ils vont apprendre le français quand ils ont une opportunité concrète, évidemment, et donc ils ont un temps très court parce qu'ils doivent peut-être passer le DELF en 6 mois ou 1 an et avoir de zéro arriver à un niveau B1, B2, alors que normalement, il faudrait au moins 2 ans pour y arriver. Donc voilà. Ah, c'est parfait. Et là, je trouve que c'est, en fait, en tant que prof, je trouve super intéressant, n'est-ce pas? Parce que vraiment, on a un objectif et on prépare, ça donne envie, n'est-ce pas? Donc, nous, je pense qu'on est plus animés en tant que prof et aussi l'étudiant parce qu'il sait, je dois utiliser ça, j'aurais besoin. Et il y a tout, enfin... l'envie d'y aller, n'est-ce pas, la préparation et tout ça, et c'est vraiment fantastique. Ouais. J'ai eu des étudiants, j'ai pas revu beaucoup d'étudiants après qu'ils soient partis, mais je pense que j'en ai revu 2 ou 3 et qui m'ont dit merci parce que grâce à toi on a pu se débrouiller un peu quand même. Bon, évidemment, on peut les préparer, ils peuvent réussir le DELF. Mais quand on arrive dans la ville ou dans le pays, parfois on se sent perdu parce que l'accent est différent, parce que le vocabulaire est différent. C'est comme moi, quand j'ai appris le portugais formel. Puis quand je suis arrivée au Minas Gerais, je comprenais rien. Il y avait trop de gírias, les gens coupaient les mots, donc j'étais perdue. Donc on imagine aussi que les étudiants, même s'ils connaissent le français, ils ont des difficultés, mais au moins on leur apprend une base pour se débrouiller dans leurs activités journalières. C'est important aussi pour l'intégration parce qu'on a vu aussi que les étudiants, s'ils n'ont pas de préparation linguistique, parce que parfois ils vont étudier en anglais, mais malgré tout, il faut quand même qu'ils puissent se débrouiller dans la ville parce que bon, en Belgique, en France, à part à Bruxelles, les gens ne parlent pas tellement anglais en Belgique. Donc, c'est important même pour aller au supermarché, pour aller chez le médecin, pour la vie de tous les jours ou simplement pour son dossier administratif.
bon, c'est vrai que les relations internationales parlent anglais, mais ou même simplement pour se faire des amis, avoir une vie sociale, c'est aussi important de pouvoir se débrouiller dans le pays. Et puis, donc voilà, j'ai eu des retours de quelques, je pense, 2 ou 3 étudiants, mais ils m'ont dit, ah, tu nous as sauvés. Donc, ça fait tout plaisir. En fait, c'est ça que j'allais te demander. Au niveau des résultats, comme ça, après, est-ce que tu as dans ta tête, tu peux voir cette différence de quand tu as commencé le projet comment ça s'appelle là, le projet? J'ai oublié le... Idiomas Sem Fronteiras. Oui, voilà, Idiomas Sem Fronteiras française, de la langue française. Et aujourd'hui, par exemple, après quelques années que ça existe. C'est difficile à dire parce que en fait, c'est quelque chose qui se fait sur du long terme. On a un grand nombre d'étudiants qui sont intéressés et qui profitent des opportunités. On voit généralement, en fait, au début, les modules étaient prévus pour du niveau intermédiaire, mais on a vu que les étudiants n'avaient pas le niveau intermédiaire. Donc, on a dû faire des modules débutants fleu-fou, comme on appelle ça, un mélange des deux, parce que faire du fou exclusivement en débutant, c'est très, très difficile quand ils ne savent même pas se présenter. Donc, on a eu des modules débutants fleu-fou. Et alors là, on a beaucoup de demandes. Parfois, au début, on avait 200 étudiants alors qu'on n'avait qu'une classe parce qu'il n'y a pas beaucoup de stagiaires qui peuvent donner cours. Mais dans tous les cas, je pense que c'est important de continuer à proposer les cours parce que même pour les personnes qui n'ont pas de projet de mobilité, ça fait partie malgré tout de l'internationalisation des universités. L'apprentissage des langues étrangères en général, c'est un outil de développement des programmes de mobilité académique et on pense toujours à l'internationalisation comme la mobilité académique. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ce qu'on appelle l'internationalisation at home. Donc, pour les étudiants qui ne vont pas nécessairement partir, mais qui ont aussi l'opportunité d'apprendre une langue, de profiter d'événements culturels au Brésil grâce aux événements qu'on organise aussi et d'avoir des compétences en plus sur leur CV, même s'ils n'auront pas de mobilité dans un pays francophone. Donc, c'est important aussi d'avoir cette idée-là. Maintenant, au niveau des chiffres, j'ai aucune idée parce que comme c'est un travail qui se fait sur du long terme, on ne sait pas finalement qui a pu mettre en pratique directement dans un accord de mobilité, qui a continué avec le français ou qui a arrêté finalement après 1 ou 2 modules. C'est très difficile, mais comme c'est sur du long terme, je pense qu'il y a des retours positifs. On voit qu'il y a une demande des étudiants parce que chaque fois qu'on a des offres, on a beaucoup d'inscrits. Donc, ça montre l'intérêt du programme. Et l'intérêt, le point positif, c'est que c'est gratuit pour les étudiants. Ce n'est pas comme le centre d'extension où ils devraient payer. Ici, c'est une proposition gratuite. Donc, chacun peut en profiter. Et on voit qu'il y a un très fort intérêt des étudiants. Vu le nombre d'inscriptions, on doit souvent en refuser parce qu'on n'a pas assez de profs, en fait, pour toutes les offres. Ouais, là, je me souviens, en 2015, j'ai fait un cours de formation pour le fou avec Héloïse Albuquerque. Ah oui. Ouais. Et ça fait longtemps et c'était vraiment le début du projet, n'est-ce pas? Après, j'ai entendu parler de tout ce travail-là énorme de construction de documents pédagogiques, de matériaux didactiques, n'est-ce pas? Et c'est vraiment, vraiment un travail énorme et très beau en même temps, n'est-ce pas? Parce que produire ce type de matériaux-là, c'est vraiment l'opportunité de changer un peu tous les problèmes, le petit problème qu'on voit dans les méthodes traditionnelles, enfin, de pouvoir vraiment apporter de nouvelles choses qui sont importantes, n'est-ce pas? Par exemple, des documents authentiques, par exemple. La méthode avant, il n'y en avait pas, donc c'est un beau travail. J'aime beaucoup quand j'entends parler du fou parce que je trouve super important, n'est-ce pas? Mais je pense que l'intérêt aussi du programme Idiomas Sem Fronteiras, c'était pas seulement de donner cours à des personnes pour préparer la mobilité. C'était aussi former les stagiaires en lettres, en didactique, qui se destinent à être enseignants, mais en leur donnant un autre type de pédagogie. Donc, et ça, on continue à le faire parce que Idiomas Sem Fronteiras, donc en fait, a été arrêté par le ministère de l'Éducation. Mais c'est l'ANDIFES, qui est l'Association nationale des dirigeants, des recteurs des universités, qui a repris le programme.
depuis cette année. Donc, le programme continue via l'INGIFES et on vient de signer un accord avec WebEI, donc Wallonie-Bruxelles International, pour continuer la collaboration et on va commencer la semaine prochaine une formation en didactique du fou. On a d'ailleurs une 50aine d'inscrits, donc c'est très positif, de professeurs et de futurs profs, donc des stagiaires en lettres, qui vont être formés à la pédagogie du fou pour offrir ce type de cours dans les universités. Et donc, ISF, c'était offrir des cours, mais aussi former les futurs profs. Et ça, c'est aussi un axe important du programme, d'offrir une formation différente, parce qu'on voit que les stagiaires, donner cours avec un manuel, je ne dis pas que c'est très facile, c'est bien, mais le fait de créer son propre matériel, on voit que les étudiants vont à un autre niveau de pédagogie, parce que c'est un autre travail, réfléchir à comment monter une fiche pédagogique, comment agencer les activités, qu'est-ce qu'on fait avec tel document. C'est aussi quelque chose que tous les stagiaires ne vont pas faire, parce que quand on travaille avec un manuel, on n'a pas toujours ce travail-là, on suit le manuel, ce qui est écrit, etc. Mais le fait de tout créer soi-même, ça permet d'avoir une autre vision sur la pédagogie et sur le matériel pédagogique en tant que tel. Et généralement, les stagiaires qui commencent à travailler comme ça ont des difficultés à suivre un manuel après ou vont proposer d'autres activités qu'ils vont créer pour complémenter le manuel. Complémenter. Parfois, j'hésite dans les mots en français à force de parler portugais. Complémentaire pour ajouter par rapport aux activités du manuel. Et donc, on voit qu'il y a une amélioration dans les pratiques didactiques des stagiaires et des futurs professeurs. Ah ouais, tout à fait, j'imagine. Hein. Et les professeurs, ils seront plus engagés, bien sûr. C'est la conséquence évidente. Oui, voilà. Et cette quête pour des matériaux authentiques, je pense que c'est très riche même. Hein. On apprend pendant qu'on prépare les cours. Et c'est ça, on va préparer un cours en pensant dans cette classe. Si c'était d'autres personnes qui étaient là, on allait chercher d'autres types de matériaux parce qu'on sait que c'est ça qu'ils préfèrent et tout. Hein. Et parce que les livres didactiques sont un peu... C'est la même chose oui, voilà, c'est le standard, c'est le même pour tout le monde et tout le monde va parler des mêmes choses. Donc, ce qui est intéressant avec le fou aussi, c'est que l'étudiant, il va aussi produire avec des choses qu'il connaît. C'est-à-dire que, par exemple, on va leur demander j'ai un cours de présentation académique, comment faire une présentation scientifique orale en français. Et donc, la tâche finale, c'est de présenter une recherche en français. Donc, moi, je vais leur donner des outils transversaux et eux vont l'appliquer en fonction de leur discipline. Donc, ils vont devoir rechercher le vocabulaire de leur discipline. Ce n'est pas moi qui veux leur enseigner du vocabulaire d'ingénierie. Moi, je ne connais rien en mathématiques ou en technique ou en psychologie. Mais moi, je leur donne des outils transversaux et eux vont devoir produire avec du vocabulaire dont ils vont avoir besoin dans leur discipline. Donc, ça permet aussi... de s'approprier la matière et de rechercher du vocabulaire qui est lié à leur discipline, à leur cours, alors qu'on n'a pas forcément dans le FLE puisque ça reste des thématiques assez générales. Donc, l'étudiant se sent aussi investi et concerné par ce qu'on lui demande de faire. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est très, très beau. Alors, Élodie, une autre question. Comme tu es belge, et bien sûr, on se demande tout le temps ici au Brésil des trucs de la Belgique. Et là, c'est pas différent. Mais c'est bon parce que maintenant, c'est enregistré. Je vais t'envoyer que ce morceau-là. Oui, exactement. Et là, toujours que quelqu'un te demande, tu mets sur ton téléphone le morceau et les gens t'écoutent. Il faudrait que j'enregistre en portugais alors. Ouais, dommage. Ouais. Donc, ça va pas marcher. Mais alors, on va faire la question quand même. Malheureusement, la plupart de la population brésilienne connaît très, très peu la Belgique. Comment tu présenterais ton pays à quelqu'un qui ne le connaît pas? En fait, je pense que cette méconnaissance de la Belgique, c'est peut-être une des raisons de toujours te poser des questions parce qu'on est curieux, on dit, bon, je ne connais pas ce pays, hein, c'est quoi la Belgique, où se trouve exactement. Est-ce qu'on parle anglais en Belgique? On me demande souvent si on parle anglais.
Mais je pense qu'après la Coupe du Monde, j'ai eu un peu moins cette question où se trouve la Belgique, puisque le fait que la Belgique ait rencontré le Brésil à la Coupe du Monde, je pense qu'on a beaucoup parlé du pays, etc. Rencontré et détruit le Brésil, en fait. Non, mais c'était pas un mauvais match, n'est-ce pas? C'était un match équilibré, si vous vous rappelez. Ouais. Non, mais c'est vrai que la Belgique, j'aime bien dire que c'est une terre de contraste. C'est un pays qui est difficile à comprendre parce que déjà, on parle 3 langues. On a plusieurs gouvernements selon le gouvernement fédéral, les régions, les communautés. On entend souvent aussi que c'est un pays qu'on menace de faire éclater depuis des années à cause des querelles linguistiques. On a un parti politique flamand qui aimerait être indépendant. Et donc, en fait, la Belgique, elle est composée de 3 communautés linguistiques. La région, la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est francophone, au sud du pays. Il faudrait que vous mettiez une carte, peut-être après sur l'enregistrement. Mais les gens pourront aller chercher sur Google, évidemment. La communauté flamande, donc au nord. On a Bruxelles qui est dans la partie flamande, mais en fait, Bruxelles est bilingue, à majorité francophone. Et on a aussi une communauté germanophone qui a été annexée après la Première Guerre mondiale, où on parle allemand. Donc, on a 3 langues officielles. Malheureusement, on n'est pas trilingue. Moi, personnellement, je parle uniquement le français. Je peux à peine me présenter en néerlandais. Je devrais m'améliorer. J'aurais dû mieux étudier à l'école parce que j'ai eu des cours de néerlandais, mais c'est vrai que dans ma région, je n'en ai pas besoin, donc je n'ai jamais pratiqué. On a un roi qui est le ciment de l'union du pays. Et alors, c'est assez drôle parce que chaque fois qu'il y a des discours, il s'adresse successivement dans les 3 langues officielles. Alors, l'ordre dans lequel il s'adresse dans telle langue a aussi son importance parce que attention, quelle est la langue la plus importante avec laquelle il va commencer? C'est toujours la diplomatie ici. Et donc, ce qui est assez drôle aussi, c'est que dans les réunions que j'ai avec l'ambassade, dans les réunions officielles, ben, il arrive que soit ça se passe en anglais, soit chacun parle dans sa langue et on continue la conversation. Alors là, moi, c'est le moment où je perds la moitié des informations. Je ne comprends pas ce qui se dit en néerlandais. Mais voilà. Donc ça, c'était pour les langues. On a aussi eu une forte immigration. Et donc, la Belgique c'est aussi pour ça que c'est multiculturel et une terre de contraste. On a eu une forte immigration italienne vers les années 1945-46. En fait, la Belgique a signé un accord avec l'Italie pour avoir des Italiens qui venaient travailler dans les mines, puisque les Belges ne voulaient pas aller dans les mines. Donc, on fait venir des étrangers. Et les mines, elles sont au nord, à la région flamande, ouais? C'est ça? Non, il y en a aussi dans la région francophone, oui. Oui. Ce qu'on appelle plutôt dans la région aussi de Charleroi. Donc, c'est des mines à charbon, principalement, il me semble. Je ne m'y connais pas très dans l'histoire des mines. Mais donc, c'est ce qu'on appelle tous les terrils, etc. Il y en a pas mal aussi dans la région de Charleroi. Mais donc, on a eu beaucoup, beaucoup d'Italiens. Dans ma région, dans la région de Liège, où il y a beaucoup, beaucoup d'Italiens et de descendance italienne. Et il y a eu aussi beaucoup de Turcs et de Marocains, parce qu'on a eu aussi un accord de coopération avec la Turquie et le Maroc. Et d'ailleurs, j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'on estime qu'un Belge sur 4 est né d'un parent étranger. Donc, c'est assez impressionnant. Oui. Il y a vraiment une exposition aux langues et aux cultures étrangères qui fait que, à mon sens, les Belges font preuve d'une grande ouverture d'esprit. Bon, évidemment, comme partout, on a des extrêmes, mais je veux dire que moi, de ce que je ressens quand je suis en Belgique, c'est que je trouve qu'il y a une bonne entente et une bonne ouverture d'esprit entre les cultures. Sinon, concernant l'identité du Belge, ça j'aime bien aussi d'en parler parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile à définir. Mais on entend souvent chez les Français, on adore les Belges sont créatifs, nos amis belges, etc. Et il y a un comédien belge qui s'appelle Charlie Dupont qui a dit dans une interview, en fait, le monde entier est fier de la Belgique, mais il y a beaucoup de Belges
mais la Belgique n'arrive pas à être fière d'elle-même. Et je trouve que c'est Oh. assez vrai, parce qu'il y a toujours un sentiment d'infériorité ou d'insécurité linguistique par rapport à la France, notamment, qui est juste à côté, parce que par rapport au Québec, on est un peu plus éloigné, c'est encore autre chose, mais par rapport à la France, qui est très influente, puisqu'on est juste à côté, on dit toujours que pour réussir en tant que chanteur ou écrivain, il faut aller à Paris, etc. Et donc, je trouve que bon, ce sentiment d'infériorité, d'insécurité linguistique est un peu moins présent, mais il a toujours posé problème. Mais en même temps, ça a été aussi sa force parce que c'est ça qui a généré en fait des courants comme le surréalisme, le symbolisme, etc. Et donc, on a quand même toujours un rapport à l'identité qui a posé problème. On a des frontières linguistiques et culturelles qui traversent la Belgique, mais ça a aussi empêché d'avoir une unité et de se définir globalement un lien entre territoire, langue, identité, comme on pourrait avoir en France, par exemple. Et donc, quand on sait, par exemple, que la place de la littérature a joué dans cette unification française, mais quand on réfléchit à la Belgique, on voit que les Belges ont eu des difficultés à se définir, puisque la littérature flamande et la littérature francophone ne va pas former une unité culturelle, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'unité de langue et de culture. Et donc, on dit souvent que contrairement à la France, la Belgique, au lieu de dire ce qu'elle est, elle va d'abord dire ce qu'elle n'est pas. Et donc, elle va d'abord se définir par la négative, comme si, comme Marc Washburn le dit souvent, qui est un théoricien de la littérature francophone de Belgique, que la Belgique a une identité en creux. Comme si on avait un creux, il y avait un manque. Un creux, un trou, une espèce de trou. Un creux, oui, comme un trou. Parce que du point de vue du territoire, on a plusieurs territoires qui ont cohabité, n'est-ce pas, qui ont formé un pays, mais c'est des territoires différents qui ont cohabité avec des langues différentes. Du point de vue de la langue, on a la partie francophone sans être la France. Les Flamands, ils parlent néerlandais sans faire partie des Pays-Bas. On a la communauté germanophone qui a été annexée après la Première Guerre mondiale, qui n'était pas là à la création de la Belgique. Et donc, on a toujours, quand on veut définir son identité, on a vraiment des rapports complexes avec l'histoire, n'est-ce pas, et l'identité qui est toujours entre deux pôles opposés. Mais c'est vrai qu'on a toujours cette constance que la Belgique, c'est un peu comme s'il y avait une déshistoire. On n'a pas d'histoire. La Belgique, c'est un pays assez jeune. Hein. C'est un pays qui est né en 1830. Donc, c'était des territoires différents avant qui ont été mis ensemble pour former ce pays. Et donc, on sent qu'il n'y a pas ce sentiment d'avoir une histoire commune qui forme cette identité comme on pourrait avoir en France. Et donc, on a un peu cette notion de refoulement, de déni de soi au niveau de la question identitaire, parce que ce n'est pas une histoire naturelle comme on pourrait l'avoir en France. Mais à côté de ça, ça a fait qu'on a une singularité au niveau de la langue et au niveau des productions. Ici, je donne cours de littérature, donc j'aime bien dire aux étudiants que cette infériorité, cette insécurité linguistique, en fait, elle a formé 3 types de stratégies par rapport aux Belges et aux artistes. Et ces 3 stratégies, on les retrouve dans Tintin. Donc peut-être que ça va parler. La première, c'est la stratégie du silence. Parce que si on a peur de mal parler, la meilleure solution, en fait, c'est de se taire. Et ça peut se faire au second degré parce que certains écrivains vont mettre en scène, en fait, cette symbolique du silence, cette non-possibilité de parler. Je ne sais pas si vous ne connaissez probablement pas, mais il y a un écrivain qui s'appelle Maurice Maeterlinck. C'est le seul écrivain belge qui a gagné un prix Nobel de littérature. Mais donc, il a écrit une pièce de théâtre qui est assez typique de cette stratégie du silence. Ça s'appelle Péléas et Mélisande. Et en fait, il y a des dialogues où il n'y a pas de dialogue. On a juste 3 petits points.
parce qu'il montre que les dialogues sont inutiles, qu'on ne sait pas toujours bien s'exprimer. Et si on reprend Tintin, en fait, Tintin, c'est le personnage qui parle le moins dans la bande dessinée. Et donc, Hergé a repris un peu cette stratégie de silence pour l'appliquer à Tintin parce qu'on a aussi cette autodépréciation. Le fait qu'on a l'impression qu'on ne parle pas assez bien. Et j'ai la même chose. C'est vrai que quand je suis avec des diplomates français, par exemple, ou des Français, en général, je fais attention à ma manière de parler. Je fais une double attention en essayant de ne pas me laisser aller à mon accent belge, qui est en plus un accent belge très marqué en Belgique, l'accent de Liège, qui est plus fort que celui de Bruxelles, par exemple. Et donc, je vais redoubler d'attention à la manière dont je construis mes phrases, dont je vais parler, parce qu'on a toujours l'impression qu'on a cette insécurité linguistique. Et d'ailleurs, la littérature belge n'est presque pas enseignée en Belgique. C'est-à-dire que moi, j'ai étudié les lettres. J'ai eu des cours de littérature française chaque semestre et j'ai eu un semestre de littérature belge uniquement. Donc, on voit que peut-être que maintenant, ça a changé parce que je suis sortie il y a 10 ans. Donc, j'espère qu'il y a une évolution. Mais c'est vrai que la littérature française reste vraiment prédominante et la littérature belge n'est pas encore assez mise en avant dans l'enseignement, en tout cas. La deuxième stratégie, c'est la stratégie puriste. C'est-à-dire qu'on va essayer d'adopter la variété de langue qui se rapproche le plus de la France pour ne pas montrer qu'on a une différence. Et donc, on va toujours se corriger, toujours plus, pour ne pas, en fait, dire des particularismes linguistiques, des belgicismes et tout ce qui pourrait montrer qu'on est belge au niveau de notre manière de parler. Et donc, il faut vraiment se calquer sur la France, parler comme les Français. Et parfois, on va tomber dans ce qu'on appelle l'hypercorrectisme. C'est-à-dire qu'on va tellement se corriger, on va faire des fautes à se corriger en pensant que ce qu'on dit, c'est une erreur, alors que ce n'était pas forcément une erreur. Et si on réfléchit à Tintin, je ne sais pas si vous connaissez les Dupont, les deux jumeaux, les Dupont dans Tintin, eh bien, en fait, c'est ce qu'ils font. Ils vont toujours se corriger. Ah, je dirais même plus en se corrigeant, etc. Et donc, ce personnage, c'est vraiment ce réflexe puriste à tout le temps vouloir se corriger parce qu'on a l'impression qu'on fait tout le temps des erreurs de langue par rapport à la langue normée standard de la France. La troisième stratégie qui a été développée, c'est la stratégie de surcompensation ou d'exagération. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'on n'a pas la norme, on ne parle pas comme la norme de Paris. Je ne veux pas dire de France parce que certains, si on prend le nord ou le sud à Marseille où l'accent est différent, on sait qu'il y a aussi des stéréotypes par rapport à certaines régions de France. Donc, je dis plutôt la langue standard qui est plutôt le standard parisien. Mais le fait qu'on on a cette conscience de ne pas bien maîtriser la norme, on va à la place inventer une langue créative, faire des inventions littéraires qui vont en fait cacher toutes ces fautes linguistiques. On appelle ça en littérature le baroquisme d'écriture. On va réécrire en faisant trop pour cacher un petit peu cette irrégularité. Ça vous fait penser à quelqu'un dans Tintin, peut-être? Non, pas exactement. Non. Je connais pas. Le capitaine Haddock, qui invente des jurons absolument fous, et qui va toujours parler avec emphase, etc. Non? Non. Si vous relisez Tintin, peut-être en ayant les informations que je vous ai données, peut-être que vous vous rendrez compte de ça. Non, mais c'est incroyable. Je voudrais relire et comprendre un peu plus, parce que ça donne envie. Oui, et en fait, je suis très étonnée parce que je pense que nous avons exactement le même sentiment ici au Brésil. Quand tu parles, je te comprends parfaitement. Je suis cette personne-là qui est parfois dans un contexte formel, je vais me corriger. On a ces mêmes stratégies ici au Brésil, de rester en silence, cette hypercorrection, en fait, tout ça.
Je pense Je que pense. cette idée Bon, ce aussi. sont des histoires différentes, mais oui, il y a un partage, vraiment. On a un peu ce sentiment-là. Et je sais pas, mais je pense qu'il y avait dans le cours de journalisme au Brésil, il y avait des cours vraiment pour annuler les accents. Ouais, donc, ça veut dire un accent neutre. Mais l'accent neutre, c'était l'accent du sud-est du Brésil, en fait. Oui, on voit C'est de ça Rio mélangé avec São Paulo. dans les telenovelas brésiliennes. Il y a un accent qui n'existe Oui. aucune partie. Il y a un accent, Ouais. quand ils vont faire un mineiro, dans une telenovela Mhm. qui se passe à Minas Gerais, c'est un accent qui n'existe pas à Minas Gerais. Il y a la Ouais. même chose à Bahia. Et parfois, quand c'est Rio, São Paulo, c'est Ouais. un accent neutre, entre beaucoup de guillemets. Hein. Mhm. Euh, je pense que nous avons cette chose, cet sentiment d'infériorité, de ne pas avoir notre propre langue. On a ce sentiment de toujours être en train de voler la culture de quelqu'un d'autre. C'est pas nous. Hein. Euh, Ouais. Mais je pense que c'est une question importante et d'ailleurs, c'est une question qui est totalement d'actualité. C'est la question des accents. C'est ce qu'on appelle en linguistique la glottophobie, la discrimination aux accents. Et donc, ça existe encore en Belgique et en France, par exemple. Je ne sais pas s'il y a encore des cours dans le journalisme pour gommer l'accent, mais en tout cas, on voit, j'avais déjà vu que des Français qui viennent de Marseille, qui ont un accent très prononcé, ne vont pas être engagés pour dire le journal télévisé. Ils peuvent peut-être faire l'actualité sportive, mais on va pas. En fait, ils disent qu'on ne les prend pas au sérieux à cause de leur accent. Il y a aussi, j'ai une amie qui a étudié avec moi et dans son master, elle a fait son mémoire de fin d'études, sa dissertation de fin d'études sur la glottophobie, la discrimination aux accents. Et on voit que même dans les entreprises, pour un même CV, en fonction de l'accent de la personne, on a un avis différent sur ses compétences. Et donc, elle avait fait cette tests, elle avait fait enregistrer le même CV, la même lettre de motivation à plusieurs personnes avec plusieurs accents belges. Et on voyait que même si les entreprises disent non, nous, on ne fait pas de discrimination, inconsciemment, on a des accents qui nous paraissent moins sérieux que d'autres. Et il y a encore cette discrimination aux accents. Et je ne pense pas seulement à la discrimination aux accents régionaux, je pense aussi aux accents sociaux. C'est-à-dire que les personnes qui viennent des périphéries ont des tics de langage ou une certaine manière de parler qui peuvent être discriminantes, même s'ils viennent de la même ville, de la même région. Donc, on a une discrimination aux accents qui est encore totalement présente aujourd'hui. C'est une thématique qu'on aborde justement dans mon cours de linguistique que j'ai vu au semestre passé. Et c'est quelque chose de totalement actuel et important. Moi, par exemple, avec mon accent belge, mon accent de Liège, principalement, je pense que je l'ai perdu beaucoup en vivant à l'étranger. Mais quand j'entends certains Liégeois, je me dis, mais quel accent horrible! Moi, je déteste l'accent de Liège parce que c'est un accent qui donne l'impression qu'on est un peu paresseux, il est un peu lent comme ça. C'est pas un accent qui est valorisé, en tout cas, l'accent de Liège. Alors que l'accent de Bruxelles, par exemple, ou l'accent de Tournai, qui est plus proche de la France, me choque moins. Donc, on a toujours cette glottophobie, cette discrimination aux accents qui est toujours très importante, même aujourd'hui. Hein. Oui, et cette chose bizarre qu'on apprend à ne pas s'aimer, en fait. Hein? On apprend à ne pas aimer notre accent, à ne pas aimer notre corps, hein, parce que nous sommes ça. Et voilà, on apprend à ne pas s'aimer. Ouais. Un peu comme ça. Moi-même, j'ai déjà vécu ça parce que j'ai grandi à la campagne, au nord de Minas Gerais. Et c'est vraiment, c'est trop différent au Val du Jequitinhonha. Et donc, quand je suis venue habiter ici à Belo Horizonte à l'âge de 15 ans, je me souviens de commencer à changer. Et je pense souvent à ça. Et ça, c'est une question bon, aujourd'hui, on commence à parler, n'est-ce pas, à cause des réseaux sociaux, surtout des personnes qui viennent du nord-est du Brésil, n'est-ce pas? Parce qu'il y a toujours un préjugé pour les personnes qui habitent à São Paulo, parce qu'il y a toujours ce côté-là de São Paulo, du pouvoir, enfin, de cette représentation, de toutes ces questions-là sociales, n'est-ce pas? Et donc, c'est vraiment
quelque chose de fort, n'est-ce pas, qu'on est en train de changer et que j'espère qu'on change, n'est-ce pas? Donc, Ouais. ouais. Mais ce sont des réflexes inconscients qui prendront du temps à changer et qui ont la vie dure, hein. Mais heureusement, en Belgique, on a aussi le second degré, le fait qu'on ne se prend pas au sérieux. Je pense que ça, c'est aussi important qu'on ne retrouve pas forcément en France. D'ailleurs, si vous voulez mettre dans le podcast un extrait, vous connaissez le comédien belge Benoît Poelvoorde? Après, je peux vous envoyer le lien si vous voulez. Non, je voudrais. Non, je ne connais pas. Il y a un extrait sur YouTube où il parle de la différence entre le cinéma belge et le cinéma français. Et je trouve que c'est assez typique. Bon, c'est une situation de cinéma, mais on peut l'appliquer à tout. Et ça montre que le belge ne se prend pas au sérieux. Après, je vais vous envoyer, si vous voulez mettre l'extrait dans le podcast, c'est assez intéressant, où il explique vraiment cette différence que le cinéma français, il y a quelque chose dans le cadre, une voiture dans le cadre. Et il va dire à tous les assistants, il y a une voiture dans le cadre, il y a une voiture dans le cadre. Là, il dit une bagnole, mais une voiture. Bagnole, ouais. Dans le cadre, et alors tout le monde crie sur tout le monde, il y a une voiture dans le cadre, et le pauvre assistant va bouger la voiture. Et Benoît Poelvoorde, après, il dit, alors que le cinéma belge, c'est de l'artisanat. Personne ne se prend au sérieux, tout le monde est ami. Il y a une voiture dans le cadre, on la bouge. On ne cherche pas à savoir qui est responsable. Et donc, c'est ça, la Belgique, c'est le fait qu'on ne se prend pas au sérieux. C'est aussi une force. Et je pense qu'il faut reconnaître aussi l'incroyable talent qu'ont certains de nos artistes, le talent du pays. Et c'est aussi un peu mon travail en Belgique de faire connaître ce talent parce que maintenant, de plus en plus, quand on parle de la Belgique, c'est un gage de qualité. Je pense qu'on a une génération d'artistes qui en a fini avec ce complexe du petit belge, parce qu'on nous appelait souvent les petits belges. Pas seulement pour le petit pays, mais on voyait qu'il y avait quand même cette hiérarchie. Les Français nous appelaient les petits belges. Maintenant, je pense que c'est assez terminé de dire ça de manière condescendante. On a une génération d'artistes qui ne se soucient pas forcément de la mondanité parisienne, même si, malgré tout, pour réussir, il faut aller à Paris parce que c'est pas seulement en Belgique, on n'a quand même que 11 millions d'habitants, plus ou moins, ce qui est la ville de Sao Paulo, si on compare, donc c'est très petit, ça suffit pas pour réussir. Mais je pense que l'identité belge, elle s'est quand même stabilisée. On a quand même des fiertés, des traditions. Les réussites sportives au football, je pense que ça a pas mal réussi aussi les Belges. Même si, enfin voilà, toute la gastronomie, l'autodérision, etc. Même si parfois ces images véhiculées à l'étranger ne donnent pas toujours l'image de la réalité, parce que c'est vrai que les Belges sont aussi attachés à leur appartenance locale. Et malgré tout, les francophones et les flamands font quand même un peu vie à part. Voilà. Mais moi, j'aime bien aussi la Belgique dans sa façon de se démarquer de la France par ses spécificités linguistiques. Moi, je suis très fière d'être belge, d'avoir ma culture et voilà. Alors, pour continuer, Elodie, dans le domaine, si on parle déjà des artistes, dans le domaine culturel, quels sont les artistes les plus répandus aujourd'hui en Belgique et de ce côté-là, qui n'est pas le mainstream, hein? Oui, je pense qu'on ne présentera plus Stromae. Il a sorti une dernière chanson d'ailleurs la semaine passée, je pense, elle a déjà 11 millions de vues sur YouTube. C'est énorme. Il revient après une dizaine d'années, donc c'est bien. Peut-être, bon, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui sont très connus au Brésil, mais je vais en citer quelques-uns qui sont connus quand même à l'international. Angèle, qui est assez connue également. Elle vient de sortir une nouvelle chanson avec Bruxelles, je t'aime, où elle parle justement de ces différences entre flamand et wallon, parce qu'elle a étudié aussi le néerlandais à l'école. Donc, ça, c'est la dernière chanson. Il y a aussi un groupe de rock qui s'appelle Girls in Hawaii, qui est assez chouette. Sinon, peut-être que c'est connu à l'international, Lost Frequencies, qui chante en anglais aussi. On n'a pas... Je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui chantent en anglais plutôt qu'en français.
Donc voilà. Sinon, au niveau des artistes, en littérature, mais Amélie Nothomb, elle est très Ah connue. ouais, ouais. Donc, Amélie Nothomb, elle est assez connue à l'international et au Brésil aussi, elle a déjà été traduite. Chaque année, elle sort un livre à la rentrée littéraire. Éric Emmanuel Schmitt, il est assez connu aussi. Il est français d'origine, mais il a naturalisé belge. Donc, on le considère quand même comme un peu de chez nous. Pour le cinéma, les Frères Dardenne. Certains films ont été diffusés ici au Brésil. Les Frères Dardenne ont déjà gagné plusieurs palmes d'or au Festival de Cannes, donc ils sont assez connus. C'est un cinéma plutôt de ce qu'on appelle un cinéma social. Ce n'est pas des comédies, ce ne sont pas des comédies, mais c'est un cinéma qui fait réfléchir sur des thématiques d'actualité. Sinon, moi j'aime bien te parler de Magritte, il est décédé. Mais De qui? Magritte, René Magritte, oui, oui, oui. il est décédé, mais il est assez connu. On le connaît en tout cas avec sa célèbre pipe. Ceci n'est pas une pipe. Oui. Je pense que les auditeurs et les auditrices ont déjà vu. Donc c'est un peintre surréaliste. Et si vous allez à Bruxelles, n'hésitez pas à aller voir son musée. J'adore Magritte. Moi, c'est un de mes peintres préférés. Oui, moi aussi. Il J'ai y a eu la chance. la pomme verte, n'est-ce pas? Oui, j'ai eu la chance d'aller dans une exposition de Magritte quand j'ai étudié à Paris. Et c'est une chose unique. Et en fait, je ne sais pas comment on dit, mais sur mon téléphone, l'image qui apparaît, c'est en fait un tableau de lui que j'adore. La persistance de la mémoire, qui s'appelle. Ouais. Je trouve qu'il a une manière d'interpréter le monde incroyable, d'aller toujours voir derrière ce qu'on observe, en fait, d'aller voir ce qui se cache derrière et de proposer des tableaux qui font réfléchir. Les tableaux des amants qui s'embrassent avec des tissus sur la tête, c'est une chose incroyable. Il y a plusieurs couches d'interprétation, toute cette trahison des images. Il veut toujours souligner en fait la différence entre l'objet concret qu'on peut toucher et l'image qui est peinte. Donc, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Donc, si vous pouvez aller à Bruxelles voir son musée, il est très chouette. Et évidemment, Tintin. Vous connaissez probablement Tintin. Il est connu dans le monde entier. Et donc, ces bandes dessinées, même si Hergé est décédé, ça reste malgré tout un produit d'exportation qui représente très bien la Belgique. Un des premiers auteurs francophones qui a vraiment installé la bande dessinée. Il est considéré comme le père de la bande dessinée européenne. Donc voilà, c'est... parfait. Ouais. J'aime le chat c'est Gerluc? Gueuluc, le chat de Gueuluc. J'aime beaucoup, en fait. Je rigole et c'est vraiment, vraiment... J'aime. Oui, si vous suivez Philippe Gueuluc sur Instagram, je pense qu'il publie tous les jours. En fait, il publie dans des journaux belges et donc il reposte ses dessins sur son compte Instagram. Certains liés à l'actualité, d'autres des jeux de mots, etc. Donc, il y a un humour très sympa chez Philippe. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, on commence déjà à avancer, à arriver à la fin. Et on a les 2 dernières questions pour te poser. Et là, il y a une question qu'on n'a pas faite et que tu veux répondre. Alors, j'ai réfléchi à cette question. Mais comme j'adore les mots et la linguistique, je voulais parler des mots qui sont intraduisible dans d'autres langues. Et mon mot préféré en portugais, c'est saudade. Parce que c'est difficile à expliquer. Il n'y a pas de traduction. En fait, il faut traduire avec une phrase. On n'a pas un mot pour traduire ce mot. Et un mot que j'aime bien aussi, que j'arrive pas à traduire en portugais, bon, ça arrive souvent. On a discuté du mot... quel mot qu'on ne peut pas traduire, dont on a déjà discuté? La gourde. Ouais. Mais mais là, il faut expliquer un petit peu, hein, parce que pour les francophones, saudade, c'est plus ou moins quelque chose qui nous manque, hein, mais c'est intraduisible. C'est la nostalgie, mais elle peut être triste.
mais aussi ça peut être une nostalgie affective de quelque chose qu'on a bien aimé. Par exemple, moi, quand je suis en Belgique, j'ai la saudade du Brésil. C'est pas de la tristesse, c'est le fait, cette affection qui fait qu'on a envie de revivre tous ces moments qu'on a vécus. Voilà, Donc, tout à fait. ouais. Et le C'est mot gourde, c'est ce qu'on appelle en portugais garrafinha. Pour Qu'on boire de apporte l'eau. avec nous partout, enfin. Mais ce type de garrafinha très chic, quoi. C'est pas des bouteilles en plastique, comme Elodie nous expliquait tout à l'heure. Non, mais il y a un mot aussi hier que je n'ai pas réussi à traduire en portugais parce que je discutais avec mes étudiants des règles un petit peu du cours d'expression orale puisqu'on fait beaucoup de débats sur des sujets d'actualité. Donc, on parlait du respect, des opinions des autres. Et alors, j'ai dit aussi que c'est important d'être bienveillant. La bienveillance, vous comprenez? Je ne sais pas comment on peut traduire non Ouais. plus. Ouais, c'est difficile hein, de penser à une traduction. Une disposition favorable, Mhm. être attentionné, gentil, compréhensif avec quelqu'un. Je pense, mais je ne sais pas s'il y a un mot pour traduire. Ouais, je pense peut-être qu'il y a. Je vais chercher, Mais ça, mais on c'est utilise important. dans quel contexte? Quand quelqu'un va chez toi, il faut rester bienveillant dans ce sens? Non, c'est en général être bienveillant envers les étudiants, être bienveillant envers une personne qui nous explique ses problèmes, par exemple. Oui, faire attention, on dit en portugais. Il n'y a pas cette expression en Ah ouais, portugais, je c'est vrai. pense. Ouais. Ouais. Il y a Ben pas- voilà, il faut inventer un nouveau néologisme pour ça. Je compte sur Ouais. vous. Ouais. Je voulais vous demander, quel est votre mot préféré en français? Ah, le mien, c'est poubelle. Poubelle? Et en fait, j'ai découvert il y a quelques semaines à travers j'ai préparé un cours, en fait, et quand on a parlé tout à l'heure de cette préparation des cours personnalisés, on apprend beaucoup de choses. Et j'ai appris que le mot poubelle, en fait, c'est le nom du maire de Paris à l'époque, hein, il a inventé ça. Et c'est C'est lui qui a inventé cet vrai. objet, parce qu'avant, on jetait les déchets dans les rues même de Paris. Ouais. Et c'est maire, il a créé cet espace spécifique pour jeter les déchets. Et donc, ils ont commencé à appeler le truc des poubelles. Et j'ai dit, mon Dieu, Exact. ils ont littéralement jeté le nom de la famille à la poubelle, quoi. C'est comme les frères Lumière, hein, la lumière. Ah Voilà, tout ouais, à c'est fait. vrai, tout à fait. Mais sauf que c'est une chose beaucoup pire Adolphe, d'avoir ton nom. Adolphe Sax qui a inventé le saxophone Ah bon? Ah, et qui est belge d'ailleurs aussi. Adolphe Sax. voilà. Ah, mon Dieu. Alors, je ne sais pas quel est le mot que j'aime le plus, hein. Peut-être, j'aime beaucoup J'aime chou, aussi. pâte à chou. C'est Oui, très chou, mignon. c'est bon. Chou, ouais, c'est très mignon, c'est très mignon. Papillon, je trouve joli aussi. Ouais. D'ailleurs, chou, c'est un surnom que les amoureux se donnent parfois. Mon chou. Voilà. Chouchou. Oui, c'est très mignon. Voilà. Alors, on peut utiliser pour alors, j'aime beaucoup. Ouais. Alors. Et toi, en portugais, c'est saudade. Oui, ouais. Super, bon. Mais en portugais, il y a plein de mots que j'aime bien parce que je trouve que j'adore la sonorité du portugais et tout sonne bien. Par exemple, j'étais en vacances à Jalapão et tous les mots, j'avais envie de répéter le nom de tous les fruits parce que j'adorais la sonorité de tous les mots. Je répétais, genre, ah, c'est beau, c'est beau dans la bouche. J'adore la sonorité des mots en portugais, principalement des mots indigènes. Je trouve que Ouais, c'est vrai. c'est beau. à entendre. Ouais. Il y a Ouais. des mots comme cafuné, chamego, Ah, ce sont très bons. Bon, mais c'est très, très bon de parler avec toi. Je me régale ici aujourd'hui dans la conversation. Bon, mais on a fini hein, quand même. Donc, la dernière question qu'on a l'habitude de poser à nos invités, qui c'est Elodie, qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? Comment tu vas nous farcir? J'ai bien aimé cette question, c'est original. Mais donc, si j'ai bien compris, c'est ce que j'indique. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai réfléchi à plusieurs indications. Les premières, c'est au niveau de la littérature, de la lecture. Je voulais conseiller une lecture que j'ai adorée. Je l'ai déjà lue il y a 2 ans, mais c'est le livre Patricia
de l'autrice Geneviève Damas qui traite de l'immigration et des immigrés qui viennent en Europe pour avoir une vie meilleure. Et c'est un roman à 3 voix qui m'a vraiment très fort touchée. C'est vraiment très, très joli. Et si vous voulez un livre un petit peu plus noir, mais qui parle d'actualité, notamment avec les violences faites aux femmes, c'est La vraie vie d'Adeline Dieudonné, qui m'a tenue en haleine de manière incroyable et qui a été traduit en portugais. Elle va sortir bientôt ici au Brésil. La vraie vie. Voilà pour les lectures. Et alors, lundi, commence notre campagne Lisez-vous le Belge. Donc, si vous voulez suivre sur Instagram, Lisez-vous le Belge. Et donc, on va partager toute une série d'actualités, d'événements autour de la littérature belge à l'international, belge francophone. Et donc, si vous voulez suivre un petit peu les actualités, vous pouvez suivre la campagne. Oui, en fait, on peut partager ça sur notre page aussi. On va taguer. On va vous taguer. Ça sort quand exactement, lundi? Ça commence lundi, mais de toute façon, si vous suivez mon Instagram ou Facebook professionnel, donc WWI no Brasil, je ne sais pas si vous suivez déjà, je vais reposter et je vais envoyer les informations de la campagne. Donc, c'est plus facile, peut-être. Oui. Parfait. Pour les films, le cinéma belge, on dit souvent que c'est du cinéma social, donc ce sont des sujets qui font plus réfléchir, avec parfois des films un peu lourds. Mais je vais vous conseiller un film qui va sortir au Brésil pour un festival au mois de décembre. On postera aussi sur nos réseaux. C'est la préfecture le secrétariat à la culture de Sao Paulo qui organise une mostra virtuelle et on va proposer le film Nos, qui est traduit en portugais comme A Garota Ocidental. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une jeune fille pakistanaise qui habite en Belgique, mais dont les parents sont attachés aux traditions et donc qui l'oblige à se marier avec un Pakistanais dont elle n'a pas envie. Et donc, elle veut avoir sa liberté telle qu'elle est en Belgique. Et donc, c'est un film qui parle de ça, justement. Donc, sur cette liberté de choix que nous pourrions avoir et qu'on ne trouve pas dans tous les pays. Donc, ça, c'est le film que je conseille si vous voulez. Parce que c'est difficile parfois de conseiller des films dont les auditeurs et les auditrices n'auront pas accès. Donc, voilà, celui-là, en décembre, vous y aurez accès en ligne. Et je voudrais aussi conseiller un podcast. Je ne pense pas qu'il soit sur Spotify, mais si vous tapez dans Google, vous trouverez le podcast en ligne sur le site. C'est un podcast de la RTBF, c'est la radio publique belge, qui s'appelle Les Grenades. Et c'est l'actualité d'un point de vue féministe. C'est assez intéressant d'avoir ce point de vue-là, avec des journalistes féminines qui parlent d'actualité. Et j'ai trouvé aussi un podcast qui n'est pas belge, mais comment ça s'appelle il s'appelle CHIP, T-C-H-I-P. Ça fait référence en fait à un bruit qu'on utilise pour désapprouver quelque chose. Et c'est un podcast consacré à la culture afrodescendante. Donc, ça pourrait aussi intéresser aussi les auditeurs et les auditrices avec des sujets assez larges. Qu'est-ce que c'est un homme noir aujourd'hui, etc. Ça nous permet de réfléchir aussi, nous, en tant que Blancs, à comprendre aussi les questions qui sont dans la société à ce niveau-là. Donc, voilà. Ah, super, c'est cool. Hein? Je suis intéressée déjà, je vais tout chercher. Bon, pour vous qui nous écoutez, comme d'habitude, toutes ces informations seront sur notre Instagram pendant la semaine, après la sortie de l'épisode. On va taguer sur Elodie, vous pouvez y aller voir ces beaux travaux audiovisuels. Et aussi, on va taguer Wallonie-Bruxelles International. Vous pouvez suivre pour voir les opportunités d'études, d'activités culturelles et tout. Et voilà, merci beaucoup de nous accompagner jusqu'ici.
Merci Euh, beaucoup, Elodie, pour ta disponibilité, toujours hein, pour tout. On est vraiment, vraiment content de te recevoir aujourd'hui et de pouvoir partager un peu plus et te connaître un peu plus, n'est-ce pas? Et c'est toujours, j'aime bien te rencontrer. Tous les fois où on s'est rencontrés, j'ai beaucoup aimé, en fait. Je suis toujours touchée par ton esprit de curiosité, de liberté et d'énergie par rapport au travail et aussi à la vie, n'est-ce pas? et De si toi. jamais quelqu'un des Wallonie-Bruxelles International nous écoute, laissez-nous, Elodie. Hein? Oui, qu'est-ce qui se passe là? Plus 4 ans, c'est bon. Hein? Qu'est-ce que... Merci à vous en tout cas pour l'invitation. C'était très agréable de papoter avec vous aujourd'hui autour de thématiques qui me tiennent à cœur parce que j'aime toujours bien parler de ce que je fais, parler un peu de mon pays. Donc, merci à vous pour l'invitation et merci pour votre écoute. Merci, merci à Voilà. toi. Merci tout le monde. Alors, ciao. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Bisous. Ciao. Salut. À bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Et oui. Ciao. À la prochaine. prochaine.